Le Kardashian Effect est un terme qui définit la montée en popularité de certaines chirurgies esthétiques telles que le Brazilian butt lift. En effet, les sœurs Kardashian-Jenner sont connues pour avoir popularisé le Brazilian butt lift, plus souvent connu sous l'acronyme de BBL. Cette procédure esthétique consiste à augmenter la taille et la forme des fesses grâce à la graisse d'autres zones dans son corps, généralement la graisse de son ventre. Dans les dernières années, plusieurs autres chirurgies esthétiques ont été popularisées, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux célébrités. Autrefois, c'était réservé vraiment aux personnes qui venaient des milieux les plus huppés et nantis. Mais maintenant, la chirurgie esthétique semble avoir pris toute une génération sous son emprise. Buccal fat removal, fox eye surgery, lip fillers, de plus en plus de personnes suivent ces tendances esthétiques. Donc moi, c'est Lauriane. Et moi, c'est Florence. Et dans ce balado, on va vous parler des chirurgies esthétiques et l'influence du patriarcat sur celles-ci. Selon l'enquête mondiale annuelle sur les procédures esthétiques/cosmétiques de la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 3,4% en 2023 pour atteindre 34,9 millions. Les résultats de l'enquête montrent de même qu'au cours des 4 dernières années, l'augmentation globale est de 40%. L'enquête affiche les résultats suivants, donc maintenant je vais lire directement les résultats qui proviennent de l'enquête. La liposuction a été l'intervention chirurgicale la plus courante en 2023 comme en 2022, avec plus de 2,2 millions de liposuctions effectuées. Ensuite, c'est suivi de l'augmentation mammaire, de la chirurgie des paupières, l'abdominoplastie et de la rhinoplastie. Les interventions non chirurgicales les plus populaires étaient la toxine botulique, l'acide hyaluronique, l'épilation, le resserrement non chirurgical de la peau et la réduction non chirurgicale des graisses. Toutes les interventions au visage et à la tête ont affiché une croissance notable par rapport à l'année précédente, avec plus de 6,5 millions d'interventions et une augmentation de 19,6%. Les interventions principales étaient la paupière, avec plus de 1,7 million d'interventions et une augmentation de 24%. La rhinoplastie, avec 1,1 million d'interventions et une augmentation de 21,6%. Et l'amélioration des lèvres / procédure périorale avec 0,9 millions et une augmentation de 29%. Il y a eu 4,1 millions d'interventions mammaires et 5,1 millions d'interventions du corps et des extrémités. Donc, cette augmentation est significative, surtout lorsqu'on considère que certaines de ces opérations sont vraiment peu bénignes et comportent vraiment des risques réels sur la santé, comme des risques d'infections sévères, il y a des risques de rejet des implantations, de troubles de la sensibilité. Dans certains cas, la chirurgie plastique peut même mener à la mort. Avant d'approfondir le sujet, c'était important pour nous de définir ce qu'est une procédure de beauté. Donc, les procédures de beauté regroupent plusieurs types d'interventions. Ce terme englobe un ensemble d'interventions visant à améliorer l'apparence physique, allant des soins esthétiques non invasifs aux chirurgies esthétiques. Donc, il y a 3 catégories qu'on va avoir, nous, pour définir ce que c'est les procédures de beauté. Donc, tout d'abord, il y a les soins esthétiques standards tels que l'épilation, donc le rasage, l'épilation à la cire, à la laser ou au laser, ou des trucs comme les extensions d'ongles et des cils. Donc, vraiment, des trucs standards. Ensuite, on a les interventions de médecine esthétique qui regroupent l'ensemble des actes médicaux non chirurgicaux visant à améliorer l'apparence physique. Donc, dans cette catégorie, on retrouve les interventions telles que les injections d'acide hyaluronique dans les lèvres, le botox, le peeling ou la cryolipilose. Donc, ces interventions sont généralement peu invasives, puis elles offrent des résultats rapides et elles nécessitent aucun ou peu de temps de repos. Ensuite, on a la dernière catégorie qui est la catégorie des chirurgies esthétiques. Donc, cette catégorie regroupe les interventions invasives qui nécessitent de la chirurgie et qui doivent être pratiquées absolument par des professionnels de la santé qualifiés, donc chirurgiens, docteurs, etc. On retrouve les procédures telles que la rhinoplastie, la liposuction, le plaquage des dents ou les facettes dentaires, ou encore les implants mammaires. Donc, ces procédures, généralement, nécessitent une anesthésie puis un temps de récupération qui est beaucoup plus long. Donc, vu qu'on s'intéresse vraiment à l'influence du patriarcat sur les procédures de beauté, on va vous présenter un peu ce qu'est le patriarcat. Donc, la définition de ce terme-là est vraiment sujette à débat parce que c'est un terme qui renferme vraiment une vaste variété de réalités sociales, psychologiques, politiques, etc. C'est pour ça que, comme on parle du patriarcat dans beaucoup
de disciplines de sciences humaines. L'auteure Fabienne Brugère, dans son article « La persistance du patriarcat », explique qu'une approche psychologique pourrait considérer le patriarcat plutôt comme une force qu'un système. Donc ici, le patriarcat est donc une dynamique et affecte plusieurs sphères affectives. L'approche psychologique prend en considération que vivre dans le cadre que le patriarcat offre est rassurant, puisque ça nous offre un monde stable et hiérarchisé sur lequel on peut toujours compter. Donc, l'auteur continue et insiste que, cependant, le patriarcat ne peut pas juste être défini seulement comme une force, comme l'approche psychologique le voudrait. Donc, elle utilise la définition de Carol Gilligan et de Naomi Snyder dans Why Does Patriarchy Persist, qui a été écrit en 2018, pour compléter sa propre définition à elle. Donc, c'est un système de règles et de valeurs, de codes et de lois visant à spécifier la manière dont les hommes et les femmes doivent se comporter et être au monde. Cette définition implique que dans une société où le patriarcat est présent, une pression sociale est exercée sous forme d'attente sociale sur les hommes et les femmes et dicte leur façon d'être. Ces attentes sociales-là peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, on imagine souvent que le féminin sous un modèle d'une femme qui prend soin des autres et le masculin sous un modèle d'un homme qui est vraiment détaché de ses émotions. Donc, dans ce balado, on va vous parler de l'importance du corps de la femme dans l'humanité en général par rapport à son pouvoir biologique, la fécondité, aussi de l'objectification qui est utilisée comme violence dans le patriarcat pour la domination masculine. On va aborder le débat de la gentilité de la structure. Aussi, on va parler justement de la beauté qui est rattachée au corps. On va parler aussi de l'influence du capitalisme dans les standards de beauté, aussi un contexte plus néolibéral avec des avantages sociaux que ça peut amener la beauté. Puis on va aussi vous parler des veneer texts, donc par rapport jusqu'à où les gens peuvent aller dans les procédures de beauté, jusqu'à aller dans des situations dangereuses. Chez les femmes, on observe une forte pression d'être belle. En effet, le paraître est d'une grande importance dans la construction sociale d'une femme. L'image qu'elle projette est d'une si grande importance qu'elle se construit complètement autour de la validation et du record des autres. Ça explique pourquoi les femmes ressentent autant la pression d'atteindre des standards de beauté impossibles. Ces standards de beauté-là sont vraiment importants pour notre recherche puis notre projet parce que pour les atteindre, que les femmes vont avoir tendance à avoir recours à des procédures de beauté. Selon Amélie Kaiser-Véro et Elisabeth Mercier, dans le volume Esthétique et politique du corps de 2021, cette pression-là d'atteindre les standards de beauté s'intensifie depuis les dernières années, entre autres parce qu'avec la normalisation des procédures esthétiques, les femmes ressentent plus de pression d'avoir recours à des procédures pour augmenter leur beauté. Comme Lauriane l'a dit précédemment, il y a vraiment cette pression qui est beaucoup plus grande chez les femmes d'atteindre certains standards de beauté. Donc, on le voit notamment dans l'enquête que j'ai mentionnée précédemment. Donc, une autre donnée marquante de cette enquête révèle que 85,5% du nombre total d'interventions esthétiques sont effectuées sur des femmes. Donc, cette augmentation constante du nombre de procédures effectuées chaque année sur les femmes, malgré les risques que ces dernières peuvent souvent comporter, nous a vraiment poussé, Lauriane et moi, à vouloir comprendre qu'est-ce qui pousse tant de femmes à vouloir passer sous le bistouri. Il y a certaines femmes qui vont même si loin dans leur quête de la transformation qu'elles finissent sur des émissions comme Butch. Donc, en gros, Butch, pour contexte, c'est une émission de télé-réalité américaine qui suit deux docteurs qui corrigent des chirurgies plastiques ayant extrêmement mal tourné. En effet, dans l'émission, il y a énormément de personnes qui se définissent comme des addicts à la chirurgie, donc ils se disent qu'ils sont malades puis qu'ils peuvent plus s'arrêter. Ces personnes qui sont souvent des femmes poussent leur chirurgie à l'extrême, parfois même jusqu'à risquer leur santé et se retrouvent défigurées. On constate notamment l'obsession avec les procédures de beauté, la beauté chez les femmes, parce que ça entraîne plusieurs dérives.
En effet, la plupart des procédures de beauté peuvent être assez dispendieuses, surtout lorsqu'on parle de médecine esthétique ou de chirurgie plastique. Et ça, c'est clairement pas à la portée de tous. Cela a entraîné l'émergence de plusieurs personnes qui sont pas des professionnels de la santé, mais qui jouent sur le fait que plusieurs individus, notamment des femmes, sont vraiment prêts à tout pour correspondre aux standards de beauté. Donc, ces personnes-là offrent des services comme des injections, des facettes dentaires ou même des chirurgies comme des implants à prix réduit. Les personnes qui font ça, généralement, sont sous-qualifiées ou même pas du tout qualifiées pour les services mentionnés, mais elles attirent tout de même une grande clientèle qui est charmée par les bas prix. Donc, comme exemple, il y a eu l'incident il y a quelques mois, c'était très populaire sur TikTok, des veneer techs. Donc, en gros, ces personnes-là, c'est des personnes qui possédaient aucune qualification afin de pratiquer la dentisterie, mais qui offraient des facettes dentaires. Donc, on te met des nouvelles dents à prix réduit via les réseaux sociaux. Bien que les offres, souvent, peuvent sembler attrayantes, elles comportent des risques significatifs pour la santé, notamment pour la santé bucco-dentaire dans le cas des veneer techs, parce que c'est des personnes qui savent pas qu'est-ce qu'elles font, puis elles jouent littéralement dans la bouche des gens. Les procédures que les veneer techs réalisent sont sans supervision professionnelle. Elles peuvent entraîner des complications telles que des infections, des douleurs intenses, des dommages nerveux et même la perte des dents. Donc, l'American Dental Association, ADA, a émis des avertissements clairs à ce sujet et a souligné que tout traitement dentaire, y compris les facettes, doivent être effectués par un dentiste licencié pour garantir la sécurité et l'efficacité du soin. Donc, un cas notable, c'était celui de Brandon Diller, un veneer tech autoproclamé qui avait suivi des formations que lui-même avait créées. Il a été arrêté en Géorgie il y a quelques mois pour avoir pratiqué illégalement la dentisterie. Il avait promu ses services auprès de milliers de personnes sur Instagram, puis il offrait des informations, des certificats sans valeur légale. Donc, pourquoi est-ce que je ramène ça? C'est que je trouve ça intéressant que certaines personnes soient prêts à risquer leur santé dentaire juste pour être plus belle, je sais pas. Ouais, mais c'est ça qu'on voulait comprendre un peu, c'est d'où ça vient ça, puis est-ce que genre le patriarcat a de l'influence, puis vraiment parce qu'on se demande genre qu'est-ce qui pousse les gens à aller faire ça, puis pousse nous-mêmes qu'on ressent ces pressions-là de vouloir, on a tous déjà pensé à peut-être en faire ou peut-être considérer ça, fait que c'est comme qu'est-ce qui nous amène à avoir ces pressions-là. Exactement. Puis, tu sais, moi, quand je voyais la situation aller sur TikTok, je me disais, mais qui va laisser une personne qui travaille de chez lui, comme, lui installer des facettes dentaires? Tu sais, tu le vois, puis tu te dis comme, ah, mais c'est con. Mais si les personnes, puis ces personnes-là, il y avait, tu sais, cet homme-là, Brandon Diller, il faisait énormément d'argent. Il y avait beaucoup de clients, notamment énormément de femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à aller comme, tu sais, aussi loin pour justement répondre à certains standards de beauté qu'on pense qu'ils sont institués par le patriarcat. Donc, c'est de là que vient notre questionnement. Afin de mieux comprendre les motivations qui poussent certaines personnes à recourir à des procédures esthétiques, nous avons consulté des spécialistes du domaine. Donc, nous avons d'abord eu recours à l'aide de Nadia Villeneuve. C'est une esthéticienne et la propriétaire de l'Institut de beauté Mathis Bellaza Esthétique à Gatineau. Donc, à l'aide des réponses de Mme Villeneuve sur un questionnaire que nous avons conçu, nous avons pu identifier certaines motivations. D'abord, à la question « D'après votre expérience, quelle est la principale motivation qui pousse les femmes à avoir recours à des procédures? » Mme Villeneuve a répondu que la plupart des femmes qui fréquentent son institut y ont recours parce qu'elles cherchent à se sentir bien dans leur peau. À la question « Avez-vous remarqué une augmentation récente de la popularité de certaines procédures? » Madame Villeneuve a répondu que les soins pour le visage, spécifiquement pour les taches, avaient gagné en popularité récemment. Elle nous explique notamment qu'une grande partie de sa clientèle est composée de femmes dans la quarantaine et ces femmes sont de plus en plus préoccupées par les dommages du soleil au visage qui apparaissent tout doucement. Enfin, à la question « D'après votre expérience, quelles sont les procédures de beauté les plus populaires auprès de vos clients? » Madame Villeneuve a répondu que c'était les soins du visage, ainsi que l'épilation. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Je trouve ça intéressant qu'elle nous dise que les soins du visage ainsi que l'épilation sont les soins les plus populaires parce que, justement, avec les soins du visage puis toutes les affaires de tâches, on peut voir qu'il y a une peur chez les femmes de vieillir puis d'apparaître plus âgées,
alors que, tu sais, quand tu y penses, vieillir, c'est quelque chose de normal. Puis ensuite, l'épilation, tu sais, au début de notre recherche, pour moi, l'épilation, c'était même pas une procédure de beauté parce que c'est quelque chose qui est tellement normal, qui est tellement comme, tu sais, c'est ça dans nous, t'es comme, ah, t'es une femme, ben tu dois t'épiler, mais ça compte pour les procédures de beauté. Puis justement, c'est un autre truc qui, clairement, a été institué par le patriarcat. Le poil chez la femme, c'est non. Donc, je trouvais que... Mais les deux, c'est des concepts que, genre, on peut vraiment prendre du patriarcat puis faire des liens avec ça. Yeah, exactly. Le corps de la femme est un sujet qui suscite beaucoup de débats parce qu'il est capable de donner la vie, fait qu'il est d'une grande importance à l'humanité en général. Dans son article « La persistance du patriarcat », que j'ai mentionné plus tôt, Fabienne Brugère s'appuie entre autres sur les travaux de Françoise Héritier pour affirmer qu'à la base, le patriarcat naît du principe que la femme possède le pouvoir de donner la vie. Ce pouvoir, entre guillemets, biologique qui vient avec un plus grand coût reproductif pour les femmes, pourrait leur offrir plus de puissance sociale, mais le patriarcat s'assure de contrer ça. En effet, cette structure hiérarchique de domination des hommes sur les femmes contrôle le corps de la femme pour s'approprier son pouvoir, entre guillemets, reproductif naturel. Donc, on peut bien observer ça quand on considère le fait que la femme fut autrefois un objet échangé entre père et mari, une simple chose que les hommes possédaient avec un statut politique qui était équivalent à celui des enfants ou à juste une propriété des hommes. Donc, Pierre Bourdieu, dans La domination masculine, en 1990, s'intéresse à l'importance de la violence symbolique qui implique la violence physique, sexuelle et morale dans la domination masculine. Donc, cette violence se traduit majoritairement par l'objectification de la femme. En la considérant comme un objet, on peut l'utiliser comme un simple moyen pour arriver à ses fins. Cette objectification est toujours bien présente dans la société d'aujourd'hui, et ce, malgré les avancements pour l'égalité et l'équité sexuelle réalisés. Donc, en effet, on peut toujours l'observer dans plusieurs sphères. Par exemple, dans notre cours d'enjeux thème, on a parlé de l'industrie de la pornographie. Donc, cette industrie-là utilise le corps de la femme en le rabaissant pour rassasier le désir masculin. En effet, dans la pornographie, la femme est presque constamment en position d'infériorité et elle est même souvent violentée. Fait que ce genre d'image est vraiment la norme dans ce contenu puis c'est le genre d'image qui est très banalisé. Puis ce phénomène montre que la domination masculine et la violence symbolique, donc l'objectification, à l'égard des femmes, nous entourent toujours. On peut prendre en considération que dans le contexte néolibéral d'aujourd'hui, la beauté de la femme peut être une forme de capital. Donc, la femme cherche à augmenter son capital esthétique avec des procédures pour avoir les avantages sociaux qui viennent avec la beauté. Donc, comme Lauriane l'a mentionné précédemment, la beauté de la femme est devenue vraiment une forme de capital et il y a beaucoup de femmes qui sont conscientes justement de l'importance qui est accordée à cette dernière et c'est donc devenu primordial pour eux d'atteindre les standards de beauté, notamment grâce aux procédures de beauté parce qu'elles savent que être considérée belle en société, ça équivaut à un meilleur traitement. Donc, cette obsession pour la beauté touche des femmes de plus en plus jeunes, on peut le constater notamment avec le phénomène des Sephora Kids. Mais je voulais juste dire aussi que peut-être que justement cette conscience-là de comme que c'est un capital qui amène des avantages sociaux, ben c'est peut-être aussi justement inconscient, surtout comme tu dis pour les jeunes, parce que eux c'est comme ils se le font apprendre, fait que c'est quasiment ça va de soi. C'est ça. Donc justement, les Sephora Kids, c'est un terme vraiment récent et ça désigne les préadolescentes, souvent âgées de 9 à 12 ans. Mais honnêtement, moi, juste en étant sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait des filles encore plus jeunes que ça, comme 5-6 ans là, qui adoptent des routines de soins de la peau et de maquillage inspirées des adultes. Donc justement, il y a cette influence-là. Donc, ces fillettes-là sont souvent influencées par les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Elles se rendent dans des magasins comme Sephora, d'où le nom Sephora Kids, pour acheter des produits haut de gamme, parfois inadaptés à leur peau. Donc, d'exemples de produits, Drunk Elephant, si vous connaissez pas, c'est une marque de produits pour la peau qui vend des produits qui sont
pas à la portée de tous. Très, très cher. C'est ça, des sérums à 100 des crèmes à 50 Ouais. Comme, je pense pas qu'à 12 ans, t'as besoin de ça. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Donc, ce phénomène, il a soulevé de nombreuses inquiétudes, notamment chez les professionnels de la santé. Mais moi, j'en parle ici parce que je pense qu'on peut l'analyser d'un point de vue aussi sociologique. Mais il y a de nombreux professionnels de la santé qui étaient inquiets. Donc, dans un article de CBC News datant de mai 2024, la docteure Sheila McGuinness, dermatologue ainsi que qui est présidente de la Society for Pediatric Dermatology, affirme que beaucoup de ces sufferer kids endommagent en réalité leur barrière cutanée, assèchent leur peau, développent des dermatites irritatives car elles utilisent des produits qui ne sont tout simplement pas adaptés à leur type de peau. Et dans le même article, la docteure Usha Rajagopal, directrice médicale du San Francisco Plastic Surgery and Laser Center, explique qu'elle voit de plus en plus de femmes jeunes, donc dans la mi-vingtaine, parfois même plus jeunes, consulter sa clinique pour des soins injectables comme le Botox. Donc, elle explique que les réseaux sociaux ont popularisé l'adoption très précoce de ces procédures de beauté préventive. Cette poursuite sans fin de la beauté et de la jeunesse, donc ça souligne l'importance que, justement, les femmes adoptent à leur apparence. Elles sont conscientes que se conformer aux standards de beauté peuvent être vraiment bénéfiques pour eux en société et l'utilisent donc à leur avantage. Mais j'irais même jusqu'à dire que c'est même pas une question que ça te donne des avantages, c'est juste que si t'es pas belle, t'es juste pas bien traitée, c'est ça? C'est un peu comme ton seul pouvoir que t'as, la seule manière que tu peux avoir un impact dans la société, c'est avec ton corps, puis en investissant dans ton corps. Exactement. Puis, tu sais, quand on parle des Sephora Kids, comme tous les produits qu'ils utilisent, habituellement, c'est des produits anti-aging, donc pour empêcher la vieillesse. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est des enfants de 9, 10, 11, 12 ans qui utilisent ça. Puis même lorsqu'on voit plus loin avec tout ce qui est Botox, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, le Botox, c'était plus des personnes dans la quarantaine qui l'utilisaient à l'apparition des rides. Mais maintenant, c'est des femmes qui ont 18, 19, 20, 21, 22, 20, dans cet âge-là, qui commence à utiliser justement pour prévenir l'apparition des signes. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, pour compléter notre présentation du patriarcat, on va vous présenter une petite partie de notre entrevue avec Nadine, une prof de philosophie au cégep, qui va nous parler de pourquoi le patriarcat a encore de l'instance dans notre monde aujourd'hui. Est-ce que le patriarcat a encore de l'influence dans le monde d'aujourd'hui, comme depuis, genre, mettons, la deuxième vague féministe? Oui. 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 C'est ça, parce que... Pas autant, mais oui, ouais. Encore énormément. Je dirais que individuellement, les gens prennent conscience, surtout les hommes, mais il y a encore un problème systémique. Ouais. Tu sais, on parle de la même chose avec le racisme systémique. Ouais. Les individus sont de plus en plus conscientisés, mais socialement, il y a un problème. Ouais. C'est tellement implanté solidement que même moi, en tant que grande féministe, je suis pleine de biais. Oui, c'est comme internalized misogyny. Je sais pas si il va être possible un jour de renverser ça complètement. Ouais. Mais on n'a jamais été aussi près, je dois dire. OK. Ce qui est inquiétant, je trouve, c'est qu'on pensait qu'une fois qu'on aurait gagné les batailles qu'on a gagnées avec la deuxième vague, on pensait que ce serait fini. Ouais. Puis on se rend compte que c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est ça que j'allais demander parce que justement, en ce moment, on voit un petit peu une nouvelle émergence de toxic masculinity, comme... Ça. Même si on pense à ce qui se passe aux États-Unis avec le droit sur l'avortement, des trucs comme recul. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme est-ce que c'est... Je pense que c'est vraiment très, très, très inquiétant. Parce que justement, il y a un désir très, très fort, il y a un élan social masculin qui vise à renverser le semblant d'égalité qu'on commence à avoir, qui vise à le renverser. Et ce que je trouve intéressant, mais vraiment inquiétant, c'est que l'instauration du patriarcat s'est faite à peu près de la même façon que le retour se fait présentement. C'est une espèce de peur. Non, quand la femme prend trop de place, de la tasser. Et là, cette peur-là, elle est vraiment
ça a toujours été une peur chronique, mais là, c'est aigu. Ouais. Parce que je pense qu'il y a certains endroits comme nous, en Amérique du Nord, surtout même au Québec, on a goûté tellement la liberté qu'on est près de l'égalité. Et là, l'élan masculin est vraiment très, très fort et il est spontané, donc sans réflexion. Et c'est là que c'est encore plus toxique. Parce que la façon dont s'est instauré le patriarcat, il y a un auteur vraiment formidable qui s'appelle Walter Schubart et qui me tentait pas du tout au début. C'est un collègue qui m'a donné ça. C'est sûr, ça parle des races et de religion. OK. Puis, finalement, c'est vraiment une analyse sociologique super intéressante parce que ça parle justement de cette peur que les hommes ont eue entre l'Antiquité archaïque et l'Antiquité classique qui a fait en sorte que le patriarcat est né. Okay. Et c'est cette même peur-là qu'on ressent maintenant, mais avec une diffusion très différente, parce que si on retourne au 6e, 8e siècle avant Jésus-Christ, quand le patriarcat est arrivé, il y avait très, très, très peu de diffusion possible et de propagande possible pour les hommes. Fait que ça se passait à travers les mythes et les religions. Les paraboles ont commencé à changer. La femme était vue comme une déesse parce qu'elle était féconde. Là, si on va très, très, très loin, si on va même dans le paléolithique, néolithique, l'homme ne savait même pas qu'il avait une contribution dans la fécondité. Et quand il l'a appris, ben là, il y a eu cette espèce de désir de puissance et de se dire pour la première fois, hey, on est peut-être capable de les tasser, ces femmes ultra puissantes. Et là, de déesses, elles sont simplement devenues belles. On a gardé l'idée de fécondité, mais on l'a associée à l'agriculture. On est devenu comme les femmes, notre capacité de féconder est devenue un peu comme juste les animaux. On est devenu des réservoirs. On n'était plus du tout ces déesses qui étaient glorifiées avant, qui étaient honorées. Là, on est passé par les mythes. Comme Pandore a été un des premiers vraiment incroyables, qui raconte que Zeus a voulu créer une petite poupée, puis que la poupée était tellement parfaite qu'il lui a donné vie. Fait qu'avec ça, on explique la création de la femme et ça commence les premières fois où ce n'est pas la femme qui a donné naissance à l'univers, c'est le contraire. C'est l'homme qui était là et on va vraiment aller plus loin dans ça. On va ajouter une double fonction à ce mythe-là qui dit qu'elle a reçu cette Pandore-là. On parle d'une boîte, mais en fait, c'est un genre. Elle a reçu un gros vase de Zeus. Et elle n'a pas été capable de ne pas l'ouvrir comme il lui avait demandé. Elle était trop curieuse, malgré sa grande beauté. Et elle a ouvert cette boîte, ce genre, et tous les maux de l'univers en sont sortis. Donc, la famine, la misère, la souffrance. Adam et Ève. C'est vraiment ça. Donc, tous les maux de l'univers nous viennent de la femme. Et là, justement, on est à un passage où on va créer les religions, d'où Schubart qui relie Eros et religion. On va passer des religions de nature aux religions de salut. Et en quoi c'est important dans le patriarcat et dans les standards de beauté et tout ce qui va en découler, c'est le fait que les religions de nature glorifient la femme. Alors que les religions du salut, on commence justement en Grèce, parce que notre société occidentale provient de là, et en Grèce, les femmes vont passer tout simplement au deuxième niveau, dont 2000 ans plus tard, 2600 ans plus tard, va parler Simone de Beauvoir en disant qu'on est le deuxième sexe. Mais c'est là que ça se crée. Donc, les religions de salut, donc qui visent la vie éternelle, vont être axées sur les hommes. Si on pense au mont Olympe, il y a tout un changement là, qui arrive dans la Grèce. C'est Zeus, tout à coup, qui devient tout-puissant. Athéna est sa femme. Et elle passe déjà dans l'ombre. Et c'est ça, là, on va créer les religions, justement, du salut. Et toutes les grandes religions placent la femme en second. C'est comme si, genre, ils ont vu que la femme avait un pouvoir un peu naturel, puis ils ont dit, on va le prendre. Exactement. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé avec les grandes religions? Sont arrivés, vous l'avez vu en philo, le passage à la rationalité. Fait que là, on a eu une grande transformation. La Grèce est devenue moderne. Et cette modernité-là
a vraiment mis la femme de côté, l'a exclue complètement. Fait que quand on va créer les premières lois, le premier système de justice, la femme ne pourra pas en faire partie. C'est là qu'on commence à la remettre à la maison. On passe à un mode de vie, en même temps, on passe d'un mode de vie nomade à sédentaire. Puis en étant sédentaire, les hommes commencent la guerre. Ils commencent à défendre un territoire, à vouloir conquérir d'autres territoires. Et comme les hommes sont pas souvent à la maison, on va dire qu'ils ont des grands besoins. Fait qu'ils ont droit d'être infidèles. De là, l'idée de la testostérone qui a tellement besoin de sexe, alors que la femme reste tranquille. Et c'est là que va arriver la notion de fidélité. Puis c'est pour ça qu'on met toujours le blâme sur la femme. Puis aussi, c'est tellement pire quand c'est elle qui est fidèle. Puis c'est tellement genre... c'est quoi le mot que je cherche là? Mais comme... Elle est reliée tout le temps à la jalousie qui est comme super... Toujours. Super horrible, puis genre... Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle est seule à la maison en train de planifier. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment qu'on lui a demandé tout simplement à un moment donné de dire, bon, maintenant tu es un utérus réservoir, tu dois rester à la maison et t'occuper de la maison parce que l'homme est parti à la guerre. Donc, on a créé ça et ça va devenir de plus en plus gros parce que là, justement, toutes les lois, le système judiciaire, les tribunaux, les avocats, les juges, tout ce qui se crée est masculin. Oui, c'est ça. En même temps, on a l'arrivée de la politique. La démocratie, tout ça, c'est masculin. C'est fait dans un monde masculin. On a en même temps la création des cités-États qu'on appelle police, donc la politique. Tout ça, là, la société, l'économie, tout ça va être géré par les hommes. Et comme fond pour soutenir tout ça, on a les religions qui sont arrivées. Nous, en Occident, c'est le judaïsme et le christianisme qui sont venus implanter cette idée de la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants et l'idée de la femme niaiseuse, stupide. Alors que la femme n'a jamais été stupide, mais elle a manqué d'éducation à un moment donné. Tout ce qui s'est fait, elle n'y avait pas accès. Donc, par lui des lois après, elle ne sait même pas c'est quoi une loi. Fait que c'est là qu'on est devenu sotte. Oui, on nous a donné cette idée qu'on ne pouvait pas voter, qu'on ne pouvait pas... Parce que la femme était tenue à l'écart. Et là, on voit, au 21e siècle, la femme qui essaye... Tu sais, il y a presque plus de métier d'homme, mais il y en a encore. Et il y a toute une... On peut parler de tout l'Orient. Là, je parle de l'Occident, mais il y a tout l'Orient qui a encore à développer. Mais on peut remarquer que là, la femme commence à être un peu partout, présente dans tous les milieux. Et là, c'est ça qui fait peur à l'homme. C'est ça qui fait peur à l'homme. Fait que peu importe quel milieu on regarde, à quel niveau, que ce soit un enjeu politique, religieux, social, économique, tout ça a été contrôlé par les hommes. Et donc, on a été exclus. Donc, pour continuer notre recherche sur le sujet, on peut aborder le débat entre l'agentivité et la structure, c'est un débat surtout féministe. Donc, dans la revue Recherche féministe, publiée en 2022, les autrices Amélie Kayser-Véro et Elisabeth Mercier font une petite présentation sur le patriarcat, puis ils présentent ce débat-là de structure contre agentivité. Puis c'est un débat qui sépare les féministes en plusieurs camps. Donc, il y en a qui vont considérer que le corps de la femme reflète vraiment la domination patriarcale. Puis c'est vraiment comme un concept inventé par le patriarcat pour dominer les femmes. Puis que, dans le fond, les pratiques esthétiques, ça opprime les femmes, même si elles croient le faire de leur plein gré. Elles ne font pas vraiment de leur plein gré parce qu'il y a toujours cette influence de la société. D'autres, ils vont dire qu'il y a comme... ils vont plus considérer l'agentivité de la femme, qu'elle est vraiment sa propre personne, puis elle prend ses propres décisions, peu importe les influences sociales. L'influence sociale. Puis il y en a qui vont aller plus au milieu, puis qui vont plus amener des nuances là-dedans. Donc, encore une fois, notre entrevue avec Nadine, la prof de philosophie, nous a éclairé un peu sur le sujet. Je dirais qu'on est vraiment pris dans le patriarcat. Ne serait-ce que le fait d'avoir été mis au placard a vraiment scrappé notre estime de soi. C'est quelque chose dont on parle pour la première fois au 21e siècle. On le ressent. Et c'est vraiment rendu dans le monde populaire, là, ne serait-ce que Dove avec tous ces sondages. Et on le voit que les femmes n'ont aucune estime personnelle. Donc, malgré cette grande liberté sociale, on voit qu'individuellement,
Être femme, c'est pas nécessairement facile. Moi, j'avais une question par rapport, parce que, tu sais, c'est pas la même expérience pour les femmes blanches puis les femmes racisées. Comme comment est-ce que vous pourriez dire que ça impacte différemment comme les femmes qui sont d'autres ethnies que les femmes blanches? Parce que moi, personnellement, en tant que femme noire, j'ai souvent comme ressenti le besoin de devoir faire plus que comme d'autres femmes. Comme, même en tant que beauté, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse plus pour être... donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Comme Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un phénomène qu'on appelle l'intersectionnalité. Oui, le fait d'être dans plusieurs catégories. C'est ça. Ouais. Fait que ça double les difficultés, c'est clair. Là, on parle de standards de beauté, mais c'est vraiment à tous les niveaux, là. Ouais. On parle dans le milieu des affaires, t'sais, les femmes qui doivent en faire plus déjà pour prendre leur place parmi les hommes, qui doivent apprendre à laisser de côté les sentiments, les émotions, parce qu'on a toujours l'air hystérique, parce qu'on a toujours l'air... on lit encore en 2025 là, des femmes qui vont livrer un discours sur lesquels elles ont travaillé pendant des semaines, des mois, même des années, et tout ce qui ressort le lendemain, c'est les vêtements qu'elles portent. C'est vraiment terrible. Donc, on ajoute à ça une minorité, que ce soit au niveau des femmes racisées, mais que ce soit les minorités sexuelles. Être une femme homosexuelle ou une femme queer, une femme... est encore plus difficile. Tout est plus difficile, trans. Donc, tout ce qui est minoritaire reste difficile de nos jours et on est encore, surtout en Occident, dans un monde qui privilégie les Blancs et les hommes. Donc, c'est sûr que c'est doublement difficile. Comme vous avez dit, par exemple, l'exemple des femmes des affaires, qu'on se focus juste sur leur apparence, c'est vraiment comme un blocus pour la femme parce que la femme, c'est juste, ça doit être beau tout le temps, ça doit être comme se présenter d'une certaine manière. Donc, on n'arrive pas vraiment à voir au-delà de ça. Donc, je pense qu'inconsciemment, comme on l'assimile tout ça, puis on sait qu'on doit toujours se présenter d'une certaine façon. Oui. Mais tu sais, justement, par rapport à ça, c'est vraiment à propos de ça que notre travail parle, parce que on parle pourquoi est-ce que les femmes font autant de procédures esthétiques. Bien, justement, parce que leur corps puis leur esthétique, c'est vraiment leur seule arme, un peu, leur seul moyen de comme, avoir un peu d'influence dans le monde. On a toujours été objectifiés. C'est ça. Donc, c'est vraiment difficile de se défaire de ça. C'est vraiment très difficile. Et ce qui se passe, plus on évolue, moi, je pensais, je vais avoir 50 ans la semaine prochaine, là, je pensais vraiment, rendu là dans ma vie, qu'on aurait changé et que ce serait plus nécessaire. Et il y a eu des tentatives, là. Il y a eu, par exemple, le mes-poils. Vous avez entendu parler de ça? C'est tellement petit, ça n'a tellement pas fonctionné. Mais c'était génial ce qu'il y avait derrière, tu sais, parce que si on regarde au niveau de ce standard de beauté, là, de se raser, c'est terrible. C'est apparu vraiment, c'est américain, capitaliste, et c'est apparu vraiment juste pour faire de l'argent. La compagnie qui était sursaturée dans ses ventes de rasoirs et qui s'est dit, ben mon Dieu, élargissons ça aux femmes. Mais ça continue, là. On voit comme aux États-Unis, là, les chirurgies esthétiques pour la vulve. Oui. Il est plus populaire. Je savais même pas que c'était un truc. Moi, je savais pas que ça existait. Pour les lèvres. Moi, je lisais ça, je me souviens à un moment donné, et ma mère, qui a 80 ans, me disait « Ah oui, mais en vieillissant, ça pend, c'est pas beau. » Mais c'est ça qui c'est fou pour moi, parce que c'est... Mais je l'imagine que ça... J'ai l'impression que ça crée aussi des complexes, parce que, tu sais, moi, j'aurais jamais pensé « Ah, ben, tu sais, j'aimerais ça me refaire la vulve. » Puis là, après ça, t'entends des personnes dire « Ah, ben, moi, je l'ai fait. » Puis voilà. Là, t'es comme « Ah, c'est ça, la peut-être que finalement... » C'est ça, tu disais la tendance, la mode, mais là, tu vois que c'est populaire. Ah, ben, si tout le monde le fait. Et là, on est dans la mondialisation et les réseaux sociaux. Fait que tout se sait. Je veux dire, juste les cache-mamelons. Voyons donc, les cache-mamelons. On a vécu des milliers d'années. Comment ça se fait que tout à coup, il faut penser à ça? Un truc que Nadine elle a apporté qu'on trouvait très intéressant, c'est que souvent aussi, les standards de beauté sont mis en place pour des fins capitalistes. Je sais pas si ça fait du sens. Et souvent aussi pour, pas pour, mais par les hommes.
Comme par exemple, elle donne l'exemple du rasage. Tu sais, comme quelques dizaines d'années, c'était pas vraiment normal pour les femmes de se raser, mais ça a commencé comme une tactique par les compagnies qui voulaient vendre plus de rasoirs. Fait que on a vraiment envoyé le message que les femmes devaient se raser. C'est tout un narratif qui est comme... Ils vont contribuer au narratif que si tu te rases pas, t'es sale. Si tu te rases pas, c'est pas bon pour ta santé. C'est tout aussi le narratif de faut qu'on lave notre vagin, ce qui est... Je pense qu'on en a parlé dans l'entrevue, mais ce qui est complètement faux. Ça se nettoie tout seul, le vagin. Il faut pas que tu joues avec ton pH. Mais c'est tout ce truc-là dans le 20e siècle qui ont commencé à dire que c'est sale le vagin, puis ça pue, puis il faut le laver. Fait que c'est tout ce narratif-là de on va détruire l'estime de la femme puis de tout ce qui est naturel pour lui vendre des produits pour faire plus d'argent. Exactement. Et généralement, encore une fois, je pense qu'on peut ramener le patriarcat parce que les personnes qui profitent de ces insécurités-là, c'est souvent des hommes. Les personnes à la tête de ces grandes compagnies qui essaient de nous matrixer, c'est souvent des hommes. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que non seulement ça parle du patriarcat, mais ça parle aussi comme du capitalisme. Ça dit beaucoup sur notre société, puis comment les standards de beauté changent constamment selon qu'est-ce qui se vend bien, là. C'est pour ça que certaines féministes qui vont vraiment dire que, justement, le corps de la femme, c'est plus quelque chose de la domination masculine, puis que les procédures de beauté oppriment la femme, puis renforcent le patriarcat parce que ça... c'est mis en place par des hommes pour faire profiter des hommes. Puis c'est comme cette influence-là qui nous pousse à ça. Quand tu fais des procédures de beauté, t'améliores ta beauté, puis t'améliores ton capital de beauté. Ouais. Fait que tu peux profiter de cette beauté-là par les privilèges, justement, qu'une personne plus belle a dans la société. Puis surtout, la femme, c'est un peu, on l'a mentionné, mais c'est un peu comme ça, une de ses seules manières de vraiment avoir de l'emphase parce qu'elle est tellement désavantagée dans tellement de sphères de la vie. Fait que c'est pour ça que peut-être elle va mettre plus d'avantages sur sa beauté. Comme on l'a dit précédemment, comme il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ce problème de société que la femme est trop souvent comme juste réduite à son apparence. Donc, elle décide plutôt que de combattre ça, de jouer avec puis de l'utiliser à leur avantage. Tu sais, est-ce que tu peux leur en vouloir tant que ça aux femmes qui font leur procédure? Parce que, tu sais, ils font juste utiliser le système de la meilleure manière qu'ils peuvent, là. Puis, tu sais, il y en a qui c'est inconscient, il y en a qui c'est peut-être conscient, mais comme... Après ça, c'est sûr que si tu penses à toutes les célébrités qui font des procédures, puis ils le disent pas, puis là, ils disent que c'est naturel, là, ça crée tellement des grosses insécurités chez les femmes. Exactement. Et même pas juste dans le sens des célébrités, mais juste comme sur TikTok ou les réseaux sociaux, il y a vraiment une culture du glow-up, des personnes qui étaient comme, moi, j'étais moche avant, puis là, j'ai fait telle procédure, puis maintenant, la vie est tellement mieux pour moi, je me traite bien, je me sens juste mieux. Même comme je disais par rapport aux veneer text, puis les personnes qui souvent se mettent en danger pour avoir accès à certaines procédures, on peut pas encore une fois leur en vouloir parce que quand t'as pas l'insécurité, tu sais pas qu'est-ce que c'est de vivre avec. T'sais, moi, je pourrais imaginer que si t'avais pas des belles dents, ça pourrait être comme handicapant même au quotidien. T'as peur d'ouvrir ta bouche. Ouais. C'est quand même quelque chose de gros. Donc, ça joue aussi là-dedans. Mais tu sais, aussi, justement, le fait qu'il y a cette culture un peu du glow-up, c'est qu'on dirait que comme la barre, la norme que tu dois atteindre, elle est plus haute, tout le temps plus haute. Fait que ça fait en sorte que tes standards de beauté sont tout le temps plus hauts puis impossibles à atteindre. Puis ça fait aussi en sorte que toi, tu te sens mal quand tu le fais pas. Tu sais, admettons que moi, je sais là, que j'ai pas un beau nez puis je fais pas la procédure, mais là, je me sens mal parce que je sais que je pourrais techniquement remédier au problème, entre guillemets. Comme vous vous en doutez, par rapport à ce qu'on a dit, on vient à la conclusion que le patriarcat a une influence sur les procédures de beauté et que ça influence les gens à en faire. Exactement. Et je pense que aussi, tu sais, quand on a commencé ce projet, on savait aussi un petit peu déjà que c'était oui la réponse, mais on cherchait surtout vraiment à comprendre comment et... comment, c'est ça. Mais oui, de quelle manière, puis pourquoi ça a une si grande influence. Est-ce que ça a une si grande influence si on se disait... Parce que dans tout, la société joue dans tout, on le sait, mais est-ce que ça a une si grande influence que ça ou c'est plus des résidus? Mais tu sais, comme on l'a mentionné plus tôt et comme Nadine l'a mentionné, le patriarcat joue encore beaucoup
l'égalité, mais l'équité des sexes n'est pas encore atteinte, fait que c'est ça qui ça va toujours avoir une influence. Exactement. Et comme Nadine l'a dit, le patriarcat, c'est une structure, si je pourrais dire, qui est là depuis vraiment très longtemps, mais c'est sûr que dans les dernières années, on a vu un changement, puis la condition de la femme a énormément amélioré, mais c'est quand même intéressant de voir que cette structure-là est encore présente dans les trucs qu'on pourrait pas nécessairement on pourrait pas... douter. Exactement, tu pourrais pas nécessairement t'en douter que c'est présent dans cet aspect-là de... Ouais. Puis aussi, on voit que récemment, comme très récemment, il y a des reculs dans les avancements qu'on a faits, tu sais, sur les droits, justement, du corps de la femme par rapport à l'avortement, puis les méthodes contraceptives en Amérique du Nord, fait à travers le monde aussi. Fait que, tu sais, c'est pas gagné d'avance, puis ça risque pas de la gagner d'ici tôt. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on ait fait une telle recherche, parce que ça peut aussi conscientiser les gens à se rendre compte que, peut-être que tu penses que tu fais quelque chose parce que tu t'en as envie, tout simplement, ou, t'as vu une personne le faire, donc moi aussi je vais le faire. Mais derrière, il y a d'autres issues qui sont un peu plus profondes. Donc, ça pourrait aussi mener à une réflexion plus générale. Avant de se lancer dans quelque chose qui a une influence aussi majeure sur toi, même si c'est à plus petite échelle, des plus petites procédures, pas nécessairement des grosses chirurgies, c'est quand même une décision que tu prends, mais une décision qui est influencée par plein de facteurs, dont une domination masculine qui nuit à notre estime de soi en tant que femme. On espère que vous avez apprécié notre recherche et notre balado, et à la prochaine. À la prochaine!